On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 3e édition du défi vélo de montagne au profit de la sclérose en plaques. Mais tout d'abord, parlons de l'Office municipal d'habitation. On commence à rénover de vieux bâtiments avec de nouvelles subventions. Voilà une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles, nouvelle subvention, parlons de l'Office municipal d'habitation de Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, du Haut-Richelieu, je devrais dire, avec sa présidente, la conseillère municipale Marianne Lambert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, en quoi on a des bonnes nouvelles? Bien, on a des bonnes nouvelles parce qu'on vient d'obtenir de la part de la Société d'habitation du Québec des subventions particulières qu'on attendait depuis plusieurs années, soit pas loin d'1 million pour le 2 et le 4 rue Pinsonneau, dans le district 5, et pas loin de 5 millions pour l'ensemble immobilier du 340, 342, du 347 et du 350 7e avenue à Iberville, dans le district 1. Bon, corrigez-moi, mais quand on parle de celui qui est dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, le district numéro 5, ce qu'on appelle le 2 et le 4 Pinsonneau, oui. Est-ce que c'est en lien ou pas loin des bâtiments qui avaient été incendiés? Les bâtiments qui ont été incendiés en février dernier, Ouais. c'était sur Gouin. Gouin, OK. Donc, celui-là, la rue Pinsonneau, n'est pas loin du cégep. Pas OK, loin on est de la plus rue vers le cégep. Montcalm. Oui, Je comprends. entre la rue Montcalm et la rue Chaussée, Oui, je crois. je le situe là, sur Pinsonneau. Bon, vous dites que ça faisait quand même longtemps qu'on attendait Oui. ça. Donc, on parle d'1 million pour le bâtiment sur Pinsonneau. Oui. Qu'est-ce qui était urgent dans ce bâtiment-là? Donc, je me suis apporté mes notes parce que hier, j'ai rencontré le responsable des immeubles avec M. Gomez, qui est M. Daniel Devrod, qui est le responsable des immeubles. Et il faut comprendre que ces demandes de subventions spéciales-là sont faites avec le centre de services, qui travaille étroitement avec la SHQ et l'Office municipal. Donc, pour le 2 et le 4 Pinsonneau, on a 22 logements. Ce qui était à refaire, c'est les balcons et les garde-corps, le revêtement extérieur, l'amélioration de l'isolation extérieure, les fenêtres et les portes patios vont être changées, et portes et cadres des cages d'escalier ainsi que les rampes parce que ce n'était plus aux normes, et la réfection des cuisines et planchers ainsi que les entrées électriques. C'est un bâtiment quand même qui devait avoir quelques années à son actif. Oui, mon Dieu, là, par exemple, je n'ai pas l'information, mais ça avait, oui, je pense que ça a une quarantaine d'années, si c'est pas plus. Dire, là. Dans ce quartier-là, c'est pas mal. Exactement. Donc, ça, c'est quand même le gros des travaux qui va être fait pour ces 22 logements-là. Et donc, faites une drôle de question, mais sans subvention, là, on n'est pas capable de faire ça, je présume. Parce que là, on rentre dans le budget de maintien des immeubles. Et puis ça, ce sont des travaux qui doivent être faits avec des plans et devis et des appels d'offres. Donc, il n'y a pas les employés qui sont attitrés comme préposés aux immeubles ou comme à la conciergerie. Il y a certains travaux qui doivent nécessiter d'être faits avec les plans et devis et des appels d'offres. Mais je présume que partout au Québec, là, il y a des offices comme ici, là, des OMH, mais tout le monde doit demander dans Effectivement. Il doit y avoir comme une grosse caisse, puis là, il y a quelqu'un à l'autre bout qui décide de ce qu'on fait. Puis ça, je tiens à le préciser, avec l'ECA puis les 5 autres municipalités, on a 5 autres élus aussi, Napierville, Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, Lacolle et Hemingford, qui font partie du CA de l'Office. Pour nous, c'était important. Il n'était pas question qu'on laisse aller des immeubles, comme on voit à Montréal, qui sont placardés parce qu'on ne les a pas entretenus. C'était un non-sens. C'était vraiment... Puis il faut que ces gens-là, ils ont droit à une dignité, ils ont droit d'avoir des logements qui sont entretenus. Puis, plus on laisse ça aller, bien pire ça va être. Là, on a invité... On a quand même des bons employés à l'Office qui s'organisent pour pas qu'il y ait d'infiltration, pour que tout soit bien calfeutré. Mais avant que ça arrive, on va les entretenir. Bon, une drôle de question, mais est-ce que c'était un des pires de la flotte du parc immobilier, non? Non, c'est pour ça que là, on a obtenu pas loin de 5 millions pour nos immeubles familles, pour le 340, 342, 350 et 347 7e avenue. On avait fait la une du Canada français il y a quelques mois. Là, il y avait vraiment une grosse problématique. Il faut dire que ces 4 adresses-là font partie du même ensemble immobilier. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a obtenu une grande subvention. Si on prend le 340 et 342 7e avenue, on a 16 portes. Là, on parle de réparation de maçonnerie extérieure, l'isolation, le remplacement des fenêtres et des portes d'accès au balcon, la réfection de la plomberie et de l'électricité complète,
la mise aux normes des rampes et des garde-corps, la réfection complète des cuisines et des salles de bain et des planchers, et l'amélioration aussi de la ventilation d'extraction, donc tout ce qui passe par l'extérieur, sécheuse, ventilateur de cuisine. Puis il va aussi avoir la réfection de 12 balcons, parce que, bon, il y en a 4 qui sont des sous-sols qui n'en ont pas. Puis si on regarde la 7e avenue, qui est un 6-portes, bien là, il y a moins à faire. Tu sais, c'est le remplacement de fenêtres, portes d'accès au balcon, réfection des entrées électriques, mise aux normes des garde-corps. Puis le 350 aussi, 7e avenue, lui, avait eu quand même beaucoup de travaux, mais là, on parle de réfection des entrées électriques, mise aux normes des garde-corps, puis quelques cuisines et salles de bain qui restaient à compléter. Donc, je reprends un peu ma question de tantôt. Donc, quand on regarde l'ensemble de la 7e avenue ou les bâtiments de la rue Pinsonneau dans Saint-Edmond, est-ce que dans votre parc immobilier, c'était probablement ceux qui étaient, disons, le plus urgent, le plus critique? Ouais? Oui, le plus critique. Puis, ça, il faut le mentionner, là. On a travaillé beaucoup conjointement avec le bureau du député, de nos 2 députés provinciaux, Mme Audrey Bogmans et M. Louis Lemieux, parce qu'on voulait vraiment que ça débloque. M. Gomez a aussi d'étroites collaborations avec la SHQ. On s'est organisé là, pour que vraiment la communication puisse se faire avec fluidité. La SHQ, c'est comme le bras du gouvernement pour gérer un peu ça? Oui, parce que c'est notre bailleur de fonds principal pour les offices, pour l'office municipal. Donc, on n'a pas le choix. Puis pour ça, bien, ça prend un bon bilan de santé des immeubles qu'on appelle le BSI, qui est fait en collaboration avec notre responsable des immeubles et le centre de services qui travaille. Bon, quand on regarde, moi j'appelle ça le Québec post-révolution tranquille, parce que au Québec, que ce soit dans les HLM ou même les infrastructures routières, il s'est construit beaucoup de choses dans les années 60, 70, 80, tout ça. Et là, aujourd'hui, nous, notre génération à nous, on arrive où il y a beaucoup d'actifs. On a encore des projets, mais il faut maintenir ce qu'on a. C'est important. Et on l'a vu, là, juste dans les infraroutières, puis partout au Québec, pas juste chez nous, ou dans des bâtiments. Si on ne s'en occupe pas, il y a un risque. Là. Puis dans ce cas-ci, il y a du monde qui reste là-dedans. Là. Oui, puis la dégradation aussi se fait plus rapidement. Donc, effectivement, là, c'est sûr que c'est vraiment des gros travaux. Il y a certains travaux qui vont nécessiter qu'on n'aura pas besoin de sortir les gens qui sont là présentement. Il y a déjà quelques logements, quand on parle du parc immobilier de Iberville sur la 7e avenue, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont vides parce que c'était vraiment des travaux majeurs. On ne pouvait pas les louer. Fait que c'est sûr que ces travaux-là vont commencer en premier. Mais comme je vous dis, là, ça va prendre les pleins de vie. Ensuite de ça, les appels d'offres. Fait que ça ne commencera probablement pas cette année. Là. On parle plus de 2024. Des subventions émanant de la SHQ, est-ce que vous en recevez à tous les ans, aux 2 ans, aux 5 ans? Pas nécessairement. C'est quoi le cycle d'entrée de ces subventions-là? Là, par exemple, vous me posez une bonne question. Là, ça, c'était vraiment, on appelle ça, ça avait vraiment été déposé en projet spécial. C'est un bout, ça, que c'était envoyé, j'imagine? Oui, on avait eu un premier refus en novembre 2021, juste avant les élections. Quand Mme Pelletier est rentrée à la direction par intérim, c'est elle qui s'est occupée de refaire une nouvelle demande avec le centre de service, le responsable des immeubles, pour s'assurer que ça soit bien étoffé. Puis là, par la suite, M. Gomez, qui a pris le relais depuis décembre, on s'est assuré justement que le tout, là, on était vraiment régulièrement en collaboration avec nos députés provinciaux et la SHQ pour s'assurer qu'on puisse avoir ces fonds-là pour pouvoir commencer les travaux à un moment donné. Ça n'avait pas de sens. Là. Comme une connaissance m'a déjà dit, il dit dans ce genre de projet-là, il dit malheureusement, c'est celui qui fait le plus pitié qui reçoit l'argent. Donc, des fois, on se dit, on dit que ça n'a pas d'allure, mais il faut s'imaginer qu'il y a peut-être pire que nous ailleurs au Québec. Là. Oui. C'est un peu ça. Là. Oui, probablement. Puis nous, on voulait justement pas être les pires, parce que c'est pour ça qu'on a vraiment eu une rigueur là, dans le CA de dire non, là, ça suffit, on va y voir. Puis je pense que, en tout cas, tous les intervenants qui étaient impliqués, ça a porté fruit. Bon, ces travaux-là vont commencer quand? C'est quoi la séquence? Bon, bien là, comme je vous dis, là, il va y avoir les plans et devis qui vont être faits par les employés puis avec le centre de service. Puis après ça, on s'en va en appel d'offres. Probablement que les travaux ne commenceront pas avant 2024, puis ça va s'étaler probablement sur quelques années aussi. Là. C'est ça, on n'a pas le choix. C'est des gros travaux. Fait que c'est sûr que
Avez-vous déjà identifié, disons, les prochains bâtiments qui pourraient mériter de nouvelles subventions? En avez-vous dans votre liste là, un top 2, un top 3 là, de bâtiments? On se dit, ouais, ceux-là, il faudrait qu'on aille là-dessus. Là. Bien, c'est sûr que là, il y avait eu beaucoup de rénovations qui avaient été faites sur Gouin. Là, malheureusement, on a eu l'incendie. L'incendie, mais ça, bon, tout s'enchaîne là, pour les travaux qui sont à venir pour une portion là, qui avait été plus incendiée que l'autre. Dans Saint-Lucien. Il y a sur la rue Mercier aussi, on avait eu une problématique avec les balcons. Mercier, coin Saint-Georges. Ça vient d'être sécurisé. Pas loin de la bibliothèque. Oui, les travaux ont été terminés. Mais c'est sûr que là, les équipes qui sont à l'office travaillent encore sur des nouveaux bilans de santé des immeubles, d'autres immeubles. C'était vraiment ces deux-là qui étaient le plus criants. C'était surtout la 7e avenue, parce que la 7e avenue, ça fait partie de nos premiers HLM de Saint-Jean. Bien, c'est ça. Bien, dans l'histoire des HLM, on est dans 50 ans, 40 ans, oui, 30 effectivement. ans. C'est ça. Après ça, il ne s'est pas bâti grand-chose là, pendant un long bout, là, Non. disons. Là, malheureusement, beaucoup trop long. Puis là, aujourd'hui, je voyais d'ailleurs, je trouvais ça intéressant au Téléjournal cette semaine à Radio-Canada, un reportage qui parlait du taux d'inoccupation qui est de l'ordre de 1,3 Rive-Nord, Rive-Sud. Montréal, un petit peu plus élevé, là, 2,1. Sauf qu'en moyenne, on regardait les 4,5, Rive-Nord, Rive-Sud, on est à 1 500 $ par mois. Ça fait pas de sens. Même moi, je serais pas capable de payer ça. Je suis une personne locataire et j'habite seule. Je trouvais ça incroyable. Puis là, Oui. on voyait des gens là, qui paient des 700-800 par mois, puis là, ils se font évincer par les proprios qui font des rénaux. Puis là, bien, ils passent du simple au double du jour au lendemain. Puis des logements, il n'y en a pas. Puis là, on le sait, là, on est dans la période du déménagement. Il y a des gens au 1er juillet, peut-être qui n'auront peut-être même pas encore trouvé. Je ne sais pas si on en a, nous, ici, dans le Haut-Richelieu. Peut-être qu'ils parlent, ils cognent à votre porte, parce qu'on a reçu récemment votre DG, M. Gomez, là, qui parlait du service là, de recherche de logement. J'ai encore reçu un appel hier. Ça ne dérougit pas. On les transfère avec le programme SAR, là, qui est le service d'aide à la recherche de logement. Puis c'est important de le mentionner, que ce n'est pas nécessairement des personnes, on va dire ça comme ça, qui cotent pour un HLM. Ouais. Ça peut être des personnes là, qui gagnent un certain salaire, mais qui n'arrivent pas à se loger pour X raisons. Ils ne sont peut-être pas admissibles pour un HLM, mais ils n'ont peut-être pas 1 500 $ à mettre par mois de logement. Puis c'est pour ça qu'on a 2 intervenants qui ont été engagés pour 1 an, puis qui travaillent étroitement aussi avec M. Gomez. Puis les gens, il ne faut pas qu'ils se gênent. Ils téléphonent à l'office, puis ils vont se faire aider. Marlène Lambert, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on revient après ceci. Vous savez que pour nous, la saison tire un peu à sa fin. Là. Il nous reste quelques entrevues avant la pause estivale, mais il faut parler de certains trucs qui vont se dérouler durant l'été, notamment le samedi 19 août à Sutton, 3e édition du défi de montagne SP, SP pour sclérose en plaques. 2 invités pour en parler, Jean-Sylvain Ouellette, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Marie-Claude Bédéric. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Bon, Jean-Sylvain, on s'était vu l'an dernier. Bon, tu nous avais un peu aussi raconté ton histoire. Tu es atteint de sclérose en plaques depuis quand même, quelques années déjà? 25 ans. 25 ans, mais toujours dans un état relativement stable? Exactement. Bien, c'est une maladie dégénérative. Moi, dans mon cas, ça dégénère un petit peu, mais tranquillement. Donc, j'ai appris à vivre avec. Puis, il y a des choses qu'on contrôle dans la vie, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Fait que je focus sur ce qu'on ne contrôle pas, ce que je ne contrôle pas. Mais je focus sur ce qu'on contrôle, mais qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Ouais. Je le gère au lieu de le subir. Je comprends. C'est la bonne façon de le voir, de l'assumer, quoi, Bien, exactement. Ouais. Je veux dire, oui, tu as un diagnostic de sclérose en plaques, mais c'est pas une finalité en soi. Il y a toutes les étapes du deuil. Il faut que tu l'acceptes. Je ne sais pas si vraiment on l'accepte, mais il faut que tu vives avec. Tu vis avec. Je comprends. Exactement. Bon, Marie-Claude, de ce que j'ai compris, votre diagnostic est arrivé il n'y a pas si longtemps. Oui, le 29 juin l'année passée. Oui, ça fait 1 an. Très, très surprise.
le neurologue à qui j'ai été référée a été très, très surpris. Il me disait qu'à mon âge, du haut de mes jeunes 52 ans, on ne voyait pas ça, un diagnostic de sclérose en plaques. Comment ça s'est manifesté? Comment ça commence, là? C'est quoi les signes avant-coureurs? Moi, j'ai perdu toute la sensation de ma peau, des chevilles en haut, des seins. J'ai tout perdu sensation pendant 2 semaines. Puis après ça, c'est revenu graduellement. Puis ensuite, ça a migré vraiment dans mes mains où est-ce que c'était 2 minutes, des engelures, comme si je revenais de dehors. Ça faisait 2 heures que mes mains étaient dans la glace, puis qui dégelaient, ça brûle. Puis après ça, c'est des sensations de brûlure, des chocs électriques dans la tête, dans la colonne vertébrale. Ça fait des années, moi, que je suis extrêmement fatiguée tout le temps, puis on ne peut pas trouver c'était quoi. Donc, j'ai énormément de lésions aussi. J'ai quand même 25 lésions, donc ça fait longtemps que je l'ai. Donc, vous faites un réel parallèle entre l'état de fatigue que vous avez pu vivre avant l'apparition des autres symptômes. Oui, oui. J'avais pas de nerfs apparents dans le sens que des nerfs apparents par rapport à ma mobilité ou par rapport à ma vision ou les engourdissements que j'ai encore toujours et les brûlures. Donc, c'est des nerfs, des gaines de nerfs qui ont été mangés, mais qui n'affectaient pas nécessairement le visible. Ça a pris combien de temps avant d'avoir un diagnostic officiel? Entre l'apparition des symptômes, consulter, passer des tests? Ça a été super vite. J'ai Ah été pris en main incroyablement. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai perdu la sensation de ma peau mi-novembre. Puis je commençais l'investigation début mars environ. Ça a pris 3 mois, mais j'ai passé tous les tests. Bon, là, je présume que dans le 3 mois, on finit par se faire à l'idée que ça risque d'être probablement ça ou on a encore un espoir? C'est impossible. Ah non? C'est impossible. Bien, surtout quand le neurologue te dit « Je vais juste te faire passer un IRM de la colonne vertébrale parce que tu as peut-être une infection de la moelle osseuse. » Il me rajoute sa prescription. Il dit « On va regarder aussi le cerveau. » Quand je suis allée le rencontrer pour les résultats, même lui, c'est assez choquant, oui. Bon, Jean-Sylvain disait, lui, ça fait 25 ans. Vous, ça fait 1 an. Donc, 1 an plus tard, comment vivez-vous avec cette nouvelle situation-là? Bien, moi, j'ai quand même... Je suis très, très résiliente de nature. Là. C'est un terme très à la mode, mais je suis une fille très, très optimiste. Moi, j'ai tout de suite dit, j'ai pigé la moins pire maladie dans le sac à maladie. Donc... Pourquoi c'est la moins pire? Bien, parce que j'ai pas un diagnostic fatal que j'ai le cancer des ovaires, je vais mourir dans 3 mois, que je vais perdre la vue, que, tu sais, ça se guérit pas pour l'instant. C'est là-dessus qu'on travaille pour ramasser des dons parce qu'on est vraiment, vraiment proche de trouver la cure pour la sclérose en plaques. Mais, tu sais, j'ai encore mes jambes, je suis super bien supportée. J'ai des bonnes assurances. J'ai un super bon réseau autour de moi. Puis, ben Jean-Sylvain, c'était mon ami avant tout. Donc, tu sais, moi, quand je posais des questions, j'étais comme, ah, sclérose en plaques. J'écoutais, mais tu sais, puis c'est devenu pour moi, tu sais, comme, c'est mon mentor, les deux. C'est comme devenu un parrain, là. Oui. Ben, parrain. Presque. Mais comment on vit avec ça quand quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage, là, tu fais comme, OK, elle a la même affaire que moi. Là, toi, j'imagine, ça trotte, là, tu dis, OK, là, oui, je sais ce qui s'en exactement. vient, Mais puis... tu sais, je comprends. Je suis peut-être la personne qui comprend vraiment tous les états d'âme de ce que tu peux passer. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a été diagnostiquée, puis ils ont un remède. Parce qu'elle a une forme qui a un remède. Moi, j'ai une forme. Il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Il y a attaque-rémission. Après ça, il y a la primaire progressive et secondaire progressive. Moi, je suis secondaire progressive, qui est la migration après attaque-rémission. Éventuellement, ça s'en va vers secondaire progressive. Et pour cette forme-là, il n'y a pas de médicament aujourd'hui. Mais la vôtre, il y en a un qui permet quoi de ralentir l'évolution? Oui, qui stoppe l'évolution de 80 à 85 Ah, c'est énorme. Mais sur une étude de 5 ans. Mais... Puis je viens d'avoir mes résultats juste avant de m'en venir, de mes derniers résultats. Et puis? J'ai pas de nouvelles lésions. Donc, je suis super bien contrôlée. Le médicament semble très bien fonctionner pour moi. Bon, vous l'avez dit tantôt, là, vous êtes encore sur vos 2 jambes et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a quand même certains... Bien, beaucoup de fatigue, beaucoup d'engourdissement, OK, ça reste, écriture attachée, de la mobilité. Je sens plus le bout de mes doigts. Mais... OK. Mais quand même. Mais le médicament, donc, semble faire effet? Oui. Pas trop d'effets secondaires non plus? J'ai plus de système immunitaire. Je comprends. Donc, j'attrape tout, mais tu sais, en même temps, je m'alimente super bien, je fais attention. Je ne vais pas souvent dans des discothèques. Je ne vais pas souvent dans des raves, fait que je suis quand même assez tranquille. Donc, mais j'attrape vraiment tout. Quel est l'état de la recherche en 2023? La recherche, elle évolue beaucoup. C'est très encourageant.
Et puis, la recherche aussi, il y a dans les médicaments, mais il y a beaucoup de recherches qui se fait pour détecter plus tôt la maladie. Même qu'ils sont en train de regarder pour faire des recherches au niveau juvénile. Donc, est-ce qu'on peut le détecter à l'adolescence? Parce que plus tu détectes rapidement la maladie, plus tu peux commencer à la traiter. Aucun médicament stoppe, mais les médicaments ralentissent. Donc, une personne qui est diagnostiquée tôt, probablement que Marie-Claude, peut-être, ça avait été diagnostiquée plus rapidement, aurait peut-être moins les symptômes qu'elle a aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de biomarqueurs qu'on appelle, il y a beaucoup de recherches pour détecter plus tôt, comme je disais tantôt. Beaucoup de recherches aussi pour, un coup, tu l'as, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui ne sont pas apparents, comme la fatigue, une vessie hyperactive. Donc, il y a de la recherche qui se fait pour contrôler les symptômes. C'est peut-être pas techniquement sur la maladie, mais alentour là, de tout ce qui peut aider. Il y a même des médicaments pour aider à la marche. Qu'est-ce qui fait que tu t'investis, que tu t'impliques dans cette cause-là? Tu vas me dire, bien, c'est la mienne, c'est ma cause, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Là, ça fait quelques années que tu t'impliques. Là, c'est le défi vélo, montagne et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'impliques là-dedans? Bien, moi, c'est comme un peu pour redonner au suivant. Là, j'ai plus de médicaments, mais j'en ai eu quand même un certain temps. Puis si j'ai eu un médicament, c'est parce que quelqu'un avant moi s'est investi pour faire des levées de fonds, s'est impliqué dans la cause pour financer la recherche. Donc, c'est un peu pour les générations qui me précèdent. Puis je suis convaincu que dans mon vivant, on va trouver le remède là, qui va permettre de stopper la sclérose en plaques. Puis là, quand c'est plate, c'est une personne proche, c'est un ami. Mais au moins, tu sais, j'ai l'impression de pouvoir l'aider. Tu sais, vraiment, c'est à ce niveau-là. Et la recherche me donne accès à ce nouveau médicament novateur-là, qui est un médicament biologique. Donc, c'est toutes les nouvelles classes de médicaments qui sont hyper performantes aussi. Donc, c'est à cause de la recherche que j'ai accès à ça. Toutes les causes sont bonnes. Celle-ci est peut-être un peu moins connue, moins visible. On en parle un peu moins dans les médias au sens large. Je ne sais pas comment il y a de personnes atteintes au Québec, c'est une au Canada, personne là. sur 400. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais comme Marie-Claude, si vous voyez Marie-Claude à l'épicerie, Ça paraît pas. c'est pas écrit dans son front. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui ne sont pas apparents. Une personne sur 400, c'est quand même beaucoup. C'est 20 000 personnes au Québec. C'est 90-100 000 personnes au Canada qui sont atteintes. Donc, je suis convaincu que si vous faites un petit sondage alentour de vous, là, aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la sclérose en plaques dont les symptômes ne sont pas apparents. Ils ne le disent pas pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est surprenant. Bon, le samedi 19 août, c'est le défi Montagne SP à Sutton. Comment ça va se dérouler si on fait un comparable avec les premières éditions? Ça ressemble à quoi comme événement? Bien, ça va être la même recette. On ne change pas d'une recette gagnante. Donc, c'est un défi, c'est un 15 km, c'est un 30 km. On peut le faire en vélo électrique ou en vélo acoustique, électrique-acoustique. C'est pour tous les niveaux d'amateurs de vélo de montagne, mais c'est pas pour quelqu'un qui a déjà jamais fait. C'est pas une journée d'initiation. Donc, ceux qui s'intéressent ou qui voudraient faire du vélo de montagne, on les encourage à le faire, à se pratiquer avant. Et donc, c'est gratuit. Et puis, les gens, par contre, doivent ramasser 300 $ qui va aller directement à la sclérose en plaques. Et c'est important de dire aussi que les coûts, l'accès aux sentiers, la bière, la nourriture, les T-shirts, sont essentiellement financés par nos partenaires financiers, là, comme Sport Opus fait une place. Donc, les gens qui ramassent l'argent, ça va directement à la cause pour financer la mission, finalement, de la sclérose. On connaît un peu la recette, là, dans le fond, quand on va sur le site Internet du défi. Évidemment, il y a les participants, puis là, on peut cliquer, puis ensuite, évidemment, accorder l'argent aux participants, aux équipes et tout ça. Donc, la formule habituelle. C'est ça. Puis on met l'accent sur le plaisir. Là, il y a une séance de stretching qui se fait avant. Après ça, les gens se promènent, les gens se déguisent. Après ça, on a le village des festivités, on prend une bière. Fait que c'est vraiment une journée super agréable. Et là, vous avez toujours votre porte-parole, le comédien Marc Fournier, là, qui a été longtemps connu dans le district 31. Donc, Marc est toujours impliqué avec vous. Il est toujours impliqué avec nous. Il devait être là aujourd'hui, mais il est en tournage. Il est en tournage, donc c'est une absence motivée. Oui, et puis Marc, il s'implique dans la cause parce que sa belle-sœur est atteinte de la sclérose en plaques et est plus avancée là, que moi. Donc, un peu comme moi, lui, s'est redonné à la société, puis ils sont sollicités, là, les comédiens, quand même pas mal. Donc, c'est une cause qui lui tient à cœur. Marie-Claude,
Comment vous voyez cet investissement de temps dans cette cause-là, dans l'activité qui s'en vient au mois d'août, le fait, exemple, que des gens décident, comme Marc Fournier, d'en être le porte-parole? Comment vous portez ça, disons? En fait, moi, je suis représentante pharmaceutique, donc je suis une fille de challenge, je suis une fille de défi. L'année passée, j'étais pas trop là-dedans. Quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, un mois avant le défi, j'ai dit, je vais faire appel à mes contacts, je vais faire une petite levée de dons. Ça a pas mal levé. Ah oui? Oui, ça a beaucoup, beaucoup levé. Donc, j'étais super fière. J'ai ramassé 10 000 en 23 jours. Wow! Ça a super bien été. J'ai recommencé cette année. Je vise pas mal ça aussi encore. Mais je sais que la recherche avance. On le voit, on le lit. JS est sur un comité de recherche auquel j'ai fait aussi application. J'attends d'un jour à l'autre pour savoir si je vais être candidate, je vais être acceptée. Puis on le voit, là. On voit l'évolution. Puis je peux pas m'impliquer quand... Ne serait-ce, comme Jean-Séverin dit, pour les autres qui vont suivre. Vous avez récolté combien l'an passé? On a ramassé 125 000. Quand même, wow! 125, c'est énorme. Fait qu'on a le même objectif bravo. cette année, mais je dois avouer que j'ai quand même les jambes molles, là, pas à cause de la sclérose en fait, parce que ça reste quand même que c'est un gros défi. Tout à fait. Mais en même temps, c'est le fun parce que ce qui est gratifiant là-dedans, c'est de voir la communauté qui nous entoure, qui embarque dans mes folies, de faire un événement comme ça, puis pour une bonne cause. Donc, troisième défi, donc vélo de montagne SP, sclérose en plaques, Sutton, samedi le 19 août. Ça se prépare déjà, donc allez faire un tour sur le site Internet pour encourager les participants et nos 2 Joannais ici présents. À vous deux, merci beaucoup. Bien, Merci, de nous avoir Éric. reçus. Bonne chance. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Si vous vous promenez dans le Vieux-Saint-Jean, il y a une nouvelle activité visuelle, Fenêtres sur l'art, 3 bâtiments, 192 Richelieu, 251 Champlain et 48 rue Saint-Jacques. C'est à voir dans le Vieux-Saint-Jean. À demain. Bye-bye.